Jean Giono, la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. Perte de la liberté artisanale. Vous venez de me faire le tableau de la paysannerie qui a perdu ses qualités paysannes. Les hommes qui la composent ne sont plus capables d'accomplir leur œuvre entière. Leur destinée s'est rétrécie. Ils ont été dépouillés d'une habileté. Ils ont été détournés de leur raison de vivre. Il est logique et juste qu'ils ne trouvent plus aucune raison. Ce bouleversement dans lequel vous venez de me montrer qu'elle semble persister à vivre n'est que la hâte avec laquelle elle se précipite vers sa mort, les convulsions naturelles de sa mort. Vous avez vu mourir autour de vous. Vous savez que la mort est précédée d'une sorte de passion anatomique. La mort physique du moribond semble déjà pétrie dans de mystérieux mélanges. Vous êtes dans la même situation. La mort physique de la paysannerie est, dans ce que vous venez de me dire, semblablement pétrie. Elle est sur le point de disparaître pour devenir autre chose. Elle est malade de capitalisme. Le but du paysan n'est plus de vivre, c'est de constituer un capital. Il croit que vivre, c'est constituer un capital. Il croit que le capital lui donnera une ampleur de vie à laquelle il ne peut pas atteindre avec la vie seule. Vous me dites qu'il ne trouve plus à manger. C'est qu'il ne cherche plus à manger, il cherche à vendre. La preuve de son erreur, c'est qu'il ne trouve plus à vendre. La preuve de l'erreur de vendre, en général, est que le travail de l'homme appliqué logiquement au désir de vendre détruit de lui-même la possibilité de vendre. C'est un nœud coulant. L'homme qui n'accomplit plus les gestes de la vie ne doit pas s'étonner si la vie se retire de lui. Vous avez planté le clou dans la poutre, vous avez attaché la corde, vous l'avez noué à votre cou, vous avez à moitié culbuté l'escabeau et vous criez « ça m'étrangle ». De quoi vous étonnez-vous? Pour vivre, on s'y prend autrement. Que désirez-vous? Les joies de l'au-delà, de l'argent, le paradis que la monnaie vous promet, ou bien la vie d'ici-bas? Il faut choisir et ne pas réclamer l'un quand on poursuit l'autre. La raison de vivre de l'homme, c'est vivre. Le paysan qui fait les gestes de vivre vit. À l'instant même où vous êtes en train de mourir, des paysans qui n'ont pas de silo à blé vivent parfaitement sans se plaindre. Ils ne se soucient pas du prix du blé. Ils n'ont pas de bordereaux de commissionnaires. Ils n'achètent ni oignons, ni fruits, ni pommes de terre, ni viande. Ils ont des oignons, des fruits, des pommes de terre, de la viande et tout ce que vous êtes obligé d'acheter. Ce sont des paysans. Vous n'êtes plus des paysans. Chacun de ces paysans fait le travail paysan en entier. Rien ne lui manque. Vous ne faites plus qu'une partie du travail. Pourquoi vous étonner que ce que vous ne faites pas vous manque? Ce que vous le faites avec démesure. Pourquoi vous étonner ensuite de la déraison et du désordre qui en sont les conséquences logiques? Vous avez subordonné votre vie à la monnaie. La monnaie est le produit du gouvernement. Pourquoi vous étonner d'être subordonné au gouvernement? Si pour vivre vous avez besoin de quelqu'un d'autre que vous-même, pourquoi vous étonner que cet autre soit le maître de votre vie? Si, votre métier vous donnant la pleine liberté, vous perdez votre métier, pourquoi vous étonner de perdre en même temps la liberté? La transformation que vous subissez, l'artisan la subit totalement. Il a perdu sa qualité artisane, il est devenu un ouvrier. Il a perdu tout ce à quoi vous essayez de vous raccrocher, la vie, la paix et la liberté. Je vous ai 100 fois raconté la vie de mon père. C'était un artisan cordonnier. Il savait faire une paire de souliers, depuis le rouleau de cuir jusqu'au lacet. Le rouleau de cuir passait entre les mains de mon père et se transformait en soulier, à votre mesure et prêt à porter. Il en faisait seul toutes les pièces, et il employait toutes les matières propres à faire un soulier. Cuir, fil, pois, soie de porc, cire, clous. Il se servait de tous les outils dans leur diversité. Il était entièrement maître de sa vie, comme un homme digne de ce nom doit l'être. Pourtant, voyez quel humble métier. Quand la ville où il travaillait ne lui plaisait plus, il en changeait.
Quand le pays où il arrivait lui plaisait, il restait. Quand ce pays était si beau que tout de suite la joie du corps de mon père le poussait à se promener et à jouir du monde, il se promenait et jouissait du monde. Il voulait lire, il achetait des livres, il voulait entendre de la musique. Il n'y avait pas encore de phono à ce temps-là. Il entendait de la musique. Il a connu Mozart à un âge où moi je ne savais pas que Mozart existait. Je vivais pourtant dans le siècle du phonographe. Il voulait dire merde à son patron, c'est aussi une joie parfois, il disait merde à son patron. Et pour le faire, il n'avait pas besoin ni de syndicat, ni de se réunir avec 10 000 autres ouvriers. Il le lui disait face à face, entre hommes. De quoi aurait-il eu peur? Il avait un métier, il y était habile, il était sûr de manger et de vivre n'importe où. Au point de vue culture générale, il était 1000 fois plus cultivé que toutes les maisons de la culture. Il s'est marié quand il a voulu. Il a eu un enfant comme il l'a voulu. Il l'a élevé comme il l'a voulu. Il m'a envoyé au collège comme il l'a voulu. Je ne l'ai jamais vu diminuer devant personne. Il a chanté pendant toute sa vie, jusqu'à la guerre. Cet artisan cordonnier est devenu un ouvrier cordonnier. Il travaille chez Bata. Il sait coudre une trépointe. Mon père mettait 2 heures pour coudre une trépointe. L'ouvrier de Bata met à peine une demi-heure. Il y est plus habile que mon père, mais il ne sait faire que ça. Il ne sait pas monter tout le soulier. Il coud sa trépointe et il passe le travail à un autre. Malheureusement pour lui, personne au monde n'a besoin d'une trépointe. On a besoin de souliers finis. L'ouvrier ne peut pas quitter sa chaise chez Bata. S'il s'en allait de là, il ne pourrait pas vivre. Il n'a plus un métier qui le fait vivre n'importe où. Il ne peut plus vivre qu'intercalé à la place des trépointes dans l'ordre Bata. Sous peine de mourir, il ne peut ni se déplacer ni vivre, car vivre est autre chose que coudre des trépointes. Il est obligé de rester là. Il faut qu'il s'y oblige physiquement. Il est prisonnier et sa famille est prisonnière. Et si on lui donne 15 jours de congé payés par an, je dis qu'à côté des grandes vacances perpétuelles de mon père, ce qu'on appelle ici progrès n'est qu'une sérieuse régression. J'ai toujours eu envie d'être cordonnier comme mon père. Je n'ai pas du tout envie d'être cordonnier chez Bata. Voilà le côté individu. Regardons le côté social. En 1937, il y avait à Château-Queyras un cordonnier qui faisait, seul, des souliers de montagne sur mesure, en vrai cuir, pour 65 francs. Les mêmes souliers chez Bata coûtaient 145 francs. Et ne parlons pas de vrai ouïr, ce cordonnier vivait largement, lui et sa famille. Le jour que j'ai passé près de son établi, il venait de s'acheter un petit jardin, et dans son baquet trempaient des plants de rosier qu'il comptait planter le soir même. Victoire du travail individuel sur le plan social. Le produit était de qualité et bon marché. Je suis allé le revoir cette année. Il a tellement eu de commandes qu'il n'a pas eu le courage de les refuser. Il ne pouvait plus suffire. Il ne s'est pas contenté de suffire. Il n'a pas eu la qualité humaine de rester dans sa mesure. Il a 3 machines à coudre et 2 ouvriers. Il est inquiet, il a quelques petites dettes. Il ne plante plus de rosiers, il ne sait pas comment ça va, mais il a au moins des commandes. Juste comme il allait réussir, dit-il, quand il ne sait pas qu'il avait déjà réussi. Et il est obligé de vendre ses souliers 170 francs. S'il ne suffisait pas aux commandes, cela signifiait qu'il y avait dans cette catégorie de travail et à cet endroit place pour 1 ou 2 travailleurs libres de plus. Mais il a préféré rester seul et se démesurer à la taille de 3. Il a perdu sa liberté. L'argent l'a assujetti. Il ne peut plus faire que 2 choses, ou devenir Bata, le grand patron, et c'est ce qu'il appellera réussir, ou devenir l'ouvrier de Bata, et c'est ce qu'il appellera échouer. D'un côté et de l'autre, il aura perdu ses vraies raisons de vivre. Constitution de l'esclavage des masses. Il est alors tel que l'État le veut. Le but de l'État moderne n'est pas de donner la joie libère, et il a besoin de contrôler constamment l'existence des hommes. Le but de l'État moderne n'est pas l'homme, c'est l'État. Dès qu'on travaille pour l'argent,
On ne travaille plus pour soi-même, c'est-à-dire que la joie du travail n'est plus le but essentiel. On travaille pour l'État. On ne vit plus, on fait vivre l'État. Ce que l'État moderne craint le plus, c'est l'individu. L'État moderne a de puissants moyens de contrôle de la masse. En fait, il en fait ce qu'il veut. Quand les dictateurs ont canalisé d'énormes masses d'hommes sur des places publiques ou dans des stades, ils n'ont pas besoin d'appareils de protection pour leur parler. Et pourtant, en face d'eux, ils ont ainsi chaque fois des milliers d'opposants secrets qui sont venus là par force. Mais les mêmes dictateurs n'osent pas aller se promener seuls dans les bois, de l'autre côté des murs de la ville. S'ils y vont, c'est dans une auto, à toute vitesse, et encadrés de policiers à motocyclette, car ils pourraient alors se trouver en face d'un seul opposant. Et c'est celui-là qu'ils craignent. L'État ne peut rien contre l'individu. Il ne peut ni le saisir, ni l'obliger. L'individu est libre de tout préparer en lui-même, de choisir le moment de son action et de l'exercer irrésistiblement à l'instant précis de ses désirs. L'État ne peut assujettir aucun contrôle sur lui. Comptez combien de fois on a pu tromper la masse pendant un quart de siècle, de 1914 à 1939. C'est d'une extrême facilité. Elle n'a jamais réagi, et chaque fois pourtant qu'on l'adressait à l'action, tout émue de mensonges, c'était contre elle-même. Dans ces 25 dernières années, les masses du monde entier, entre les mains des États, ont fait 12 guerres et 4 révolutions, et le sort de l'homme est de plus en plus triste. Et s'il ne l'est pas plus, c'est qu'il y a eu des réactions individuelles. Chaque fois qu'on en trouve une, on lui voit un dynamisme bien supérieur à celui de la masse. Mettez en balance par exemple l'impression produite par une guerre, comme celle de 1914, et l'état d'esprit créé par la réaction de feu Romain Rolland. C'est quand il agissait comme individu qu'il était le plus fort. Le but de l'état moderne, c'est de composer une termitière, une masse de fourmis. Dans les états démocratiques comme la France, ou à peu près semblables, l'organisation sociale prévoit la place de grosses fourmis au ventre blanc, qui sont les reines qu'on nourrit et qu'on soigne. Dans les États autoritaires fascistes, Russie, Allemagne, Italie, l'ordre social ne prévoit plus que la place d'un nombre très restreint de grosses reines, étant vers une reine unique, au ventre énorme. Toute la différence entre les deux systèmes est là. Il n'y a pas progrès de l'un à l'autre.